Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e épisode de l'école des fanboys, un épisode un petit peu particulier pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il va être découpé en fait en 3 parties, puisque aujourd'hui nous allons faire le bilan de l'année Android. Il y aura une seconde partie qui sera dédiée à le bilan Apple et une troisième partie au bilan Microsoft, ou inversement, on ne sait pas encore trop dans quel ordre on va les faire. Et une autre particularité de cette émission, qui, vous le savez, est réalisé depuis cet été en soutien avec Greg du JT Geek, eh bien, c'est que vous avez été nombreux à nous le réclamer. Il est là, en chair et en os. Ni hao, Greg le Geekou. Un Nihar. Il faut que je gueule ou pas? Bah après, c'est une signature. Hein. Il faut la signature. Il faut la signature. Ah, si en Chine, il y a plein de contrefaçons. Ouais, mais des comme moi, j'en ai pas trouvé. Ils ont essayé, mais ça marche pas. Bon, alors comment ça va, Greg? Oh Yes. En direct, en duplex de Shenzhen en Chine, il est quelle heure chez toi? Il est 18h30. Voilà, et donc chez nous il est 11h30, hein, c'est pour ça que vous voyez que là j'ai mis le store parce que sinon j'ai le soleil qui tape en plein. Mais bon. Bref, tout va bien, Greg. Quel temps fait-il du côté de chez toi en ce moment? Bah, j'ai mis le store aussi pour pas que vous voyez la nuit. D'accord. Il fait froid en ce moment, il fait 20 degrés. Mhm. Tu cherches à énerver tout le monde là, en disant. Non, mais c'est un froid qui est humide, donc c'est un froid qui est humide, donc il fait ça. C'est un froid qui est pourrave. Donc mais sinon bien. Petit week-end tranquille avec vous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bah écoute, ça fait plaisir. Juste Parce de que- te voir à Lyon cet été. Donc c'était bon, on est un petit peu en contact de temps via WeChat, mais je pense que ça fait plaisir aussi à ceux qui vont nous accompagner ce soir. Ah oui, attends, excuse-moi, c'est le truc que j'ai vu qu'il a fait la vidéo, c'est ça? Ah non, il n'a pas fait la vidéo. Pardon. Voilà, donc il vient de prendre la parole. Donc ce soir, il va être fortement à l'honneur, évidemment, puisqu'on va parler, je l'ai dit tout à l'heure, d'Android. Et comme c'est son univers, bonjour Mathieu. Ouais, je sais plus comment on dit bonjour ou bonsoir, parce qu'en fait. Oui, bonjour les amis, choisissez le fanboy qui va bien. Voilà. Tu vas bien, Salut. Mathieu? Écoute, ça va très bien. Et Ouais. puis je suis content, on est avec la Chine, donc tu sais, c'est un pays que j'affectionne pas mal. Tout à Donc, fait. et dont j'affectionne les filles aussi. Donc, Forcément. voilà. Ça va, merci, et toi? Bah, écoute, ça va très très bien. Beaucoup de travail en ce moment, mais bon, on arrive à gérer, ça va. Donc, tu sais bientôt les vacances, donc c'est cool. Bon, bah écoute, on est là, on va se détendre un peu pour l'école des fanboys, ça va être bon. Voilà. Donc, de la Chine, on est passé au Portugal. Du Portugal, on va passer à la Suisse pour saluer notre ami Sébastien Perrier. Salut Sébastien, comment tu vas? Ni hao et Chichi à Greg de nous avoir rejoints. Bienvenue. Welcome here. Voilà, d'accord. T'as Comment- t'as rangé la guitare? Rassure-moi. Oui, pas de guitare, juste des mandarines aujourd'hui. Et de vitamines. Oui, pourquoi pas. Et puis je suis content d'être là parce que c'est un peu la merde. On a peur des terroristes et aujourd'hui on va les oublier ces terroristes. On va leur faire ça. Voilà. Voilà. Donc, comme il est inscrit sur ta bannière, tu es donc un YouTuber spécialisé dans les pommes et qui mange des mandarines. Qui mangent des mandarines. Voilà, d'accord, pourquoi pas. On fait le plein de vitamines avec toi, c'est qui est génial. Et on va prendre maintenant la direction de Paris, où on va rejoindre notre ami Julien Debris. Salut Julien, comment ça va mon grand? Bah écoute, ça va. Bah, avec la mandarine, on peut parler mandarin, donc ça va être pratique pour l'émission spéciale Chine. Ni hao. Allez, ça c'est fait. Alors donc, on a dit, on va parler aujourd'hui donc d'Android et de la Chine. En fait, on va faire un bilan de l'année 2015 parce qu'il s'est passé pas mal de choses évidemment dans l'univers Android. On reviendra au tout début de janvier, je pense, sur Apple et sur Microsoft parce que après cette émission, on va aussi se reposer un peu, prendre quelques vacances. Sans compter que bon, Mathieu a des petites choses à faire. C'est pas, on y reviendra plus tard. On va commencer donc cette émission avec l'année contrastée de Samsung. Alors que de l'avis général, le constructeur coréen a sans doute présenté avec les S6, S6 Edge et S6 Edge Plus la gamme de smartphones la plus réussie de cette année 2015. La division mobile de Samsung semble quand même rencontrer malgré tout quelques difficultés, puisque son responsable légendaire, qui est donc J.K. Shin, que vous avez pu certainement voir si vous suivez les keynotes de Samsung depuis de nombreuses années, eh bien, il vient d'être limogé et on y reviendra même encore après. Il y a même certains médias qui envisagent éventuellement un retrait pur et simple du marché de la mobilité de Samsung à l'horizon 2020. Ce qui paraît étonnant, puisqu'il faut rappeler quand même que Samsung est le leader
mondial des ventes de smartphones. Alors, ton sentiment, Mathieu, sur cette année un petit peu contrastée de Samsung? Ben, comme tu dis, c'est une année en demi-teinte, mais bon, c'est une année qui montre encore les difficultés que Samsung a à se maintenir au top niveau, hein. Il n'y a pas péril dans la demeure, on n'est pas sur des cas sensibles, mais il peine à se tenir. Et comme tu disais, bah, ça a fait les frais de J.K. Shin, qui a été remercié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en travaillant sur cette émission, j'avais écrit pas mal d'articles sur Android MT, et je me souviens que d'ailleurs, on en parlait. C'était pas moi qui l'avais écrit cet article-là, mais Thomas en parlait. Il avait déjà été menacé en 2010. Il avait déjà été menacé, pardon, l'année dernière. L'année dernière, fin 2014, et il avait été sauvé par DJ Lee, qui était qui avait endossé la responsabilité de l'échec du Galaxy S5. C'était lui qui était responsable des produits chez Samsung, et il avait encaissé l'entière responsabilité de cet échec du Galaxy S5 qu'on a connu, qui avait vraiment été un peu boudé par beaucoup de monde. Très bien de ce fameux dos avec cette couleur or un peu dégueulasse qu'on appelait le sparadrap. Tu sais, ça faisait un effet de j'y arrive plus. Tu sais, quand tu te blesses, tu mets un pansement, exactement. Voilà. C'était le mot que je cherchais. La faille vocabulaire, quoi. Et donc du coup, bon, il avait déjà été sauvé, et il semblait logique qu'aujourd'hui, ben, c'est lui qui allait en faire les frais, parce que bon, une fois ça va, deux fois. Alors, pour expliquer en fait un peu le problème qu'il y a avec Samsung et les raisons de ce limogeage, c'est que c'est un peu la faute à la fois de Sébastien et de Greg. C'est-à-dire que Samsung est pris entre le marteau Apple sur le marché du haut de gamme et par l'enclume des smartphones chinois sur l'entrée de gamme. Et donc toi, Greg, qui a eu, qui a, je crois encore d'ailleurs, même si tu t'en sers plus, un Galaxy S6, donc le flagship de l'année. Samsung en Chine a pas mal dévissé quand même ces derniers mois. Les ventes, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une bonne gamelle quand même. En fait, je pense que c'est surtout un problème de business en interne avec Samsung. Samsung, on va parler sur le marché asiatique, qui correspond aujourd'hui à un des plus gros marchés mondiaux. Samsung a cartonné avec les phablettes. Il y a de ça, il y a 3 ans jusqu'à 2 ans. Là où iPhone faisait des téléphones qui étaient trop petits pour les Asiatiques, et Samsung arrivait avec un Note 3, un Note 4, qui étaient des téléphones qui étaient bons et qui correspondaient exactement à la demande en fait du marché chinois. Donc du coup, les chiffres sont partis à la hausse, et je pense que quand les mecs qui font le business, les chiffres étaient tellement hauts que du coup, maintenant on est arrivé à un moment où, j'ai entendu ça dans une des émissions, et certainement il y en a qui vont se reconnaître, maintenant Samsung est pris entre un étau où pour le haut de gamme, les gens, ils veulent du iPhone 6 ou 6 Plus, ou 6S, 16 Plus, je sais pas si ça existe, mais dans les Samsung. Et dans le bas de gamme, ils achètent du coup du chinois, parce que c'est moins cher que moins cher. Donc du coup, Samsung a plus vraiment de positionnement de leader, où avant, dans les phablettes, il y avait qu'eux, où ils se faisaient des couilles en or et un pognon fou. Et où maintenant, en fait, ils sont en étau en disant, comme tu dis, soit les gens ils veulent du haut de gamme, du iPhone, parce que malheureusement, iPhone, ça reste une valeur sûre, à l'achat comme à la revente. Voilà. Alors qu'un Samsung, un S6, je l'ai payé une blinde, maintenant il vaut quoi? Il vaut plus grand chose, même si le téléphone est censé être incroyable. Et un téléphone bas de gamme, de toute façon, tu dis quand tu payes 100 ou 200 euros, les mecs ils disent même si je le garde 6 mois, dans 6 mois j'aurais aussi bien, voire mieux pour 100, 200 euros. Donc du coup, Samsung n'a plus de positionnement au niveau du marché, et les chiffres devaient être tellement hauts au niveau des ventes que forcément maintenant ça peut que redescendre. Et je pense que quand les mecs ils se font des réunions qui regardent la courbe elle est en train de descendre à sec. Ils ont rien pour riposter, et voilà, quoi. Alors Julien, je pense que tu voulais réagir également. Oui, d'autant plus que Samsung n'a pas vraiment su s'imposer au niveau des services. Samsung n'a pas vraiment de services propres. Ils sont liés aux services de Google sous Android que tous les prestataires Android ont. Et autant Apple a réussi à commencer à développer certains de ses services, sur l'Apple Pay qui commence à prendre aux États-Unis et autres, autant Samsung, ces services n'ont absolument pas pris dans le monde. Donc du coup, ils ont pas non plus quelque chose de différenciant par rapport à la concurrence. Donc du coup, effectivement, en haut de gamme, ils ont dévissé. Le bas de gamme, maintenant, est pris par le marché chinois. Il leur reste plus grand-chose. Il va falloir qu'ils trouvent quelque chose de nouveau.
Oui. Et rajoutons à ça que l'année se finit super bien pour Samsung puisque ils ont envoyé un très beau cadeau de Noël aux amis Apple et qu'ils ont ils ont décidé de payer l'amende qu'ils Ouais. avaient suite aux différents Alors procès. attention, parce que ça c'est juste une provision pour le moment, ils n'ont pas abandonné complètement l'idée de récupérer l'argent. Je vous invite à regarder le dernier numéro d'iWeek où ce sujet-là a été abordé d'ailleurs, un petit peu d'auto-promo pendant qu'on y est. Juste pour concernant donc ce que je disais sur un éventuel retrait de Samsung en 2020, donc à la base c'est un papier qu'on trouve chez nos camarades d'Android Authority aux États-Unis qui évoque cette possibilité. Alors ça peut paraître surprenant parce que quand même ils sont leaders mondial des ventes de smartphones, mais il ne faut pas oublier que sur ce marché des smartphones, Apple environ 94% des revenus générés par ce marché-là, ça part dans les caisses d'Apple, et les autres se partagent les miettes. Et donc, pour Samsung, c'est vrai que continuer à investir dans une industrie dans laquelle ils ne gagnent pas ou peu d'argent, ça peut effectivement, à un moment donné, poser question. On le voit d'ailleurs dans d'autres segments de marché, puisque j'ai entendu dire dans l'émission TechScope de notre ami Jérôme Kaliborn, notre précédent invité, que Nikon serait en train de racheter la partie appareil photo de Samsung. Donc, visiblement, Samsung, c'est vrai qu'il pourrait se séparer des différentes divisions qui ne rapportent pas d'argent. Bah, ils se recentrent, mais je pense pas qu'ils soient prêts encore à lâcher le mobile. Ils sont encore nuls, enfin, ils sont encore premiers. Il y a une perte de vitesse. On se souvient qu'en 2014, il y avait déjà une diminution des résultats de 60% par rapport à l'année d'avant. Et on se rappelle, parce qu'on n'a pas encore les chiffres pour le Galaxy S6, moi je les ai pas encore trouvés, et que seulement il y avait 12 millions de S5 qui avaient été pris preneurs, soit 40% de moins que ce qu'espérait la firme. Ouais, donc déjà, 2 secondes, c'est vrai que les chiffres des S6, effectivement, on les a pas de manière officielle. Par contre, a priori, ce serait à cause de ces chiffres-là que J.K. Shin a été limogé, donc qu'ils ne sont pas à la hauteur des espérances de Samsung. Alors que pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est un super téléphone. On est d'accord, et justement, c'est pour ça qu'à mon avis, J.K. Shin a été débarqué, c'est qu'il y a une hémorragie qui n'arrive pas à être stoppée. Et du coup, là, ils sont en train de reconcentrer. Ils ont fait confiance à un mec qui s'appelle Dong Shinko, qui est le monsieur mobile chez Samsung. Ça fait 10 ans déjà que lui, il est dans la division. Il est derrière toutes les technologies dont Julien parlait, comme Samsung Pay et Knox, la fameuse solution de sécurité entreprise. Donc du coup, ils vont essayer de redonner une impulsion. Après, le problème, c'est que selon moi, Samsung essaye de copier Apple sur pas mal de points au niveau de stratégie. Et c'est là où ils se trompent complètement, parce que en fait, ce qu'ils oublient, c'est copié au niveau du design, si on prend le S6. Enfin, moi je dis ça. Ouais, alors ça c'est un débat, si Alors, vous voulez, moi. On va y revenir après quand on va parler d'HTC. Ouais, moi j'ai pas vu Samsung aux tribunaux pour le S6 en tout cas. Non. Il y a un truc déjà qui est symptomatique, c'est que le fait qu'il existe une version non Edge du S6 montre déjà qu'ils étaient pas sûrs de leur coup. On sent très bien que voilà, ils auraient été sûrs d'eux. À tort ou à raison, parce qu'on peut reprendre l'exemple par exemple de Microsoft qui a lancé Windows 8 en enlevant le démarrer et en l'assumant, et après bon, on doit faire machine arrière. Mais s'ils avaient vraiment confiance, ils l'auraient sorti seulement en Edge, avec un Edge et un Edge Plus. Ce que je reproche aussi également, c'est quand tu regardes toutes les campagnes de pub, il n'y a pas assez de communication sur les possibilités de ce que apporte le Edge, à part le design. Et il y en a. Moi, il y a une fonction que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir caresser la partie courbée pour regarder l'heure, tu vois, quand tu es dans ton pieu et que tu as envie de regarder juste l'heure sans t'éclater les yeux en allumant tout l'écran. Franchement, quand je suis dans mon pieu, j'aime bien caresser les parties courbées. Voilà, exactement, on est d'accord là-dessus. Donc ça, c'est dommage. Il y a aussi un truc que j'avais noté, c'est qu'il y a plein d'autres qualités au niveau de cet appareil, tu vois. La caméra, elle est excellente. Ils en parlent jamais. L'écran. Nous montrer l'heure, je pense qu'il a envie qu'on avance, j'imagine. L'écran. C'était un message caché, non? C'était pas ça. Bon. Non, c'était pour montrer quand ça s'affiche sur la partie courbée. Remontre. Vas-y, balance et parle en même temps. Caresse la chose. Hop, voilà. Alors. Voilà. Donc là, t'as les notifs. Et voilà. On caresse en fait, comme tu disais, sur le côté. Hop. Et du coup, il y a l'heure
Voilà, il y a l'heure, et après tu descends, tu as les notifs. Voilà, Ok. Voilà. exactement. Balai. Mais il y a plein de choses qu'ils pourraient mettre en avant, l'écran, la puissance, l'appareil photo qui est très bien. Et au final, ils sont tellement pompeux sur Apple qu'ils essayent de copier les prix. Et au final, 2 mois après, ils sont obligés de sortir des ODR parce que ça prend pas. Et il est là le problème. C'est que si, C'est Greg tout à l'heure. voilà, si ils sortaient déjà le téléphone à un prix moindre, à ne pas vouloir faire ce qu'ils appellent du premium, mais juste du très bon haut de gamme, déjà, ça réglerait pas mal de soucis. Je veux juste venir sur un dernier point, et comme ça, moi, j'aurais fini. Faut passer au sujet suivant, sinon on va pas y Ouais, arriver. je vais juste finir sur ça parce que ça montre le problème aussi qui est symptomatique chez Samsung, qui voit que le chiffre d'affaires est en train d'être égratigné. C'est que, en fait, j'ai vu que, en regardant un peu selon Forbes, ils essayent de se rattraper au niveau du prix sur des trucs qui passent plus, comme la mémoire. Tu vois, tu veux monter de 32 à 64, ils mettent $100. Tu veux un écran plat ou incurvé, c'est $100. Alors qu'en fait, les prix réels, c'est $13 à l'usine. Donc, tu vois, ils pourraient les mettre même à 20, 25, qui seraient gagnants. Pour l'écran incurvé, c'est $25 supplémentaires. Et le dernier point que je veux finir, c'est que à titre de comparaison, l'iPhone 6, Apple a toujours su maintenir une certaine limite dans la fabrication de ses iPhones, pardon, qui est dans la moyenne des $200. Par exemple, un iPhone 6 Plus, j'ai pas les S, il a coûté à la construction $236. C'est Ouais. une constante chez Apple, tandis que année après année, chez Samsung, le prix de construction des appareils n'a cessé d'augmenter. Le dernier en date, le S6 Edge, pas le Plus, pardon, lui, il a coûté $290 à fabriquer. Donc forcément, déjà, en termes de marge, bah, tu marges moins puisque ton téléphone coûte plus cher à produire. Et c'est là aussi où Samsung devrait peut-être revenir à des fondamentaux, peut-être à moins à investir dans la recherche et le développement pour mettre plein de bidules et plein de trucs, c'est de limiter les coûts de fabrication de ces appareils. Ok. Il va falloir que tu fasses un peu plus court dans tes réponses, Mathieu, parce que là, on va. Voilà. Ouais, mais Samsung, j'ai creusé pas mal et les autres, je suis un peu plus léger, Ah bon. je te rassure. D'accord. Ok. On va voir. Donc, on va passer au sujet suivant, donc qui est HTC et Sony. Sont-ils en danger, victimes collatérales des soucis de chauffe du Snapdragon 810? Eh bien, HTC et Sony ont vu leur vente de smartphones continuer à chuter dangereusement. De marques quand même pourtant assez mythiques, mais est-ce qu'elles ont encore un avenir dans la téléphonie mobile? Alors donc, en tout cas, elles semblent y croire, puisque on prête à Sony l'idée de commercialiser donc le futur Xperia Z6, enfin le décliner en 5 modèles différents. Et puis et HTC qui commence un peu à retrouver le sourire, puisque les chiffres, les derniers chiffres qui sont parus du mois qui vient de s'écouler étaient plutôt bons. Pour la première fois, le chiffre d'affaires et le bénéfice étaient en hausse, ce qui ne leur était pas arrivé depuis longtemps. Et ça, c'est grâce notamment apparemment au HTC One A9 qui se vend très très bien, qui dope un peu donc les résultats de HTC. Donc on va faire dans l'ordre. On va commencer par eux justement, HTC, puisque j'en parlais. Donc un design qui n'est pas sans rappeler lui aussi quand même l'iPhone 6, Sébastien. Non, je trouve pas. D'accord. Donc, Alors, tu vois, on est d'accord. Non, on est... On en parlait la dernière fois. non, parce qu'il faut qu'on arrête avec ces procès-là, on a trop gagné. Non, il ressemble pas du tout. Non, ça va, très bien. d'accord. Bon, J'espère qu'il va se vendre et puis qu'HTC. pour l'instant, visiblement, il se vend. Hein, donc, Ouais, mais il va falloir qu'ils se vendent pour qu'ils rattrapent tout leur retard. C'est ça le problème. Alors, Greg, HTC en Chine, c'est une marque, je crois qu'il ne se vend pas des masses. Hein. Je passe. Comme... Bon, en fait, voilà. Mathieu, à toi. Non, en fait, en Chine, quand on regarde bien, il y a plein de marques qui essaient un peu de gravité, mais en Chine, c'est Apple. Voilà, tout le monde veut du Apple. Quand on veut, un peu comme j'avais déjà un peu parlé dans une autre émission, on va pas reveler, mais c'est surtout quand on veut prouver qu'on existe et qu'on a les moyens de mettre 600 € dans un smartphone, c'est un iPhone. Il n'y a pas à chier, et le iPhone 6 de préférence. Après, le reste, c'est du Samsung, parce que forcément, c'est bien. Mais après, pour graviter un peu, des fois, je regarde bien, j'aime bien, me sort beaucoup maintenant, on prend le métro, et j'aime bien regarder un petit peu, tu vois, le parc, de voir ce qu'il y a comme smartphone. Mm-hmm. Ça permet vraiment de révéler la tendance. Je te dis, il y a ça 2-3 ans, ils avaient tous des Samsung Note, c'était incroyable. Je veux dire, je regardais, je dis, oh, mais quand même, il y a de ça 4 ou 5 ans, ils avaient tous des iPhones, et là, ils avaient tous des Note. Et là, quand on regarde, eh ben,
HTC, Sony et tout, c'est pas des marques qui sont révélatrices. Alors, on parle du marché de Shenzhen et on parle du métro, donc c'est peut-être pas révélateur aussi de la tendance, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça soit qu'HTC est encore une place. On voit pas de pub, on voit pas. Même moi, tu vois, on n'a pas de news machin. À part quand ils en ont fait un vraiment dédié à la Chine, où là ils se sont dit, allez, on va faire un dédié pour la Chine avec le processeur Mediatek. On va faire un coup comme ça en disant que c'est pour la Chine, on va en vendre plein et tout. Bon, ils ont dû en vendre plein parce que c'est à l'échelle de la Chine. Mais après, au-delà de ça, c'est plus une marque qui était. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais là, c'est que tu évoquais à l'instant le fait que qu'on voyait pas de pub, etc. Mais tu sais qu'ici en France, c'est pareil. Je trouve que, enfin, HTC est une marque qui communique vraiment très très mal, quoi. Et le problème, c'est que pour ce qu'on appelle le grand public, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui pour qui HTC ça évoque pas grand chose, quoi. Je l'avais dit ici, j'ai l'impression que c'est plus une marque connue par les geeks, mais le grand public, il y a quand même des gens qui connaissent, parce qu'ils en vendent quand même un peu, mais il y a beaucoup de gens, enfin HTC pour qui c'est vraiment pas une marque à laquelle ils penseraient au moment où ils veulent investir dans un smartphone. Julien, je crois que tu as l'air assez d'accord. Ouais, non, non, mais je suis vraiment d'accord. Moi qui ai commencé sous Android avec HTC, parce que c'était vraiment pour le coup la marque un peu leader au moment de l'arrivée. Et ça mais c'est impressionnant, c'est effondré. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas une pauvre affichette nulle part. Non, on Et les voit même, jamais. ouais, et même quand tu vas chez les opérateurs, dans les magasins, en boutique, où pour le coup le modèle est présent, il n'y a aucune volonté de mise en avant, comme peut le faire Samsung généralement, qui essaie d'avoir un petit spot dédié pour faire essayer son téléphone, et Apple qui a généralement toujours son coin. Et HTC, c'est au milieu de nulle part, quoi. Donc, Alors que pourtant, Mathieu, je crois que tu pourrais me confirmer, mais il y a certains modèles d'HTC qui font de la résistance, puisqu'on arrive à installer même les toutes dernières versions d'Android sur des modèles qui sont très 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 anciens. Quand on Marshmallow sur HTC HD2, ouais. Voilà, j'ai Et vu ça, ça. c'est mythique. Ce téléphone, il a tout pris. Et dual boot, et toutes les versions d'Android, c'est impressionnant. Mais ce que vous dites est vrai, d'ailleurs, parce que même moi, comme j'étais chez Android MT, forcément, des fois, j'avais, on a accès aux soirées presse, etc. Et même là, HTC fait le mort. Et ils se replient sur eux-mêmes. Ils ont des soirées qu'ils appellent, je sais plus comment ils appellent ça, HTC Elevate, c'est ça, et qui est vraiment réservé, mais à leur public, à leurs fans. Et en ce moment, on a l'impression qu'ils se referment sur eux-mêmes. Et c'est symptomatique. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est bien d'avoir mis HTC et Sony ensemble, parce qu'en fait, les deux marques, elles ont deux mots qui sont symptomatiques de ce qui leur arrive. C'est pour Sony, il a été question d'abandon de la division mobile. Alors, c'était peut-être que des rumeurs, mais ça en est arrivé à un stade où ça a quand même pris forme. Et HTC, où il a été évoqué un possible rachat par Asus. Donc déjà, on voit que ces deux marques, il y a un problème. Elles ont été les deux victimes du Snapdragon 810. Voilà, c'est elles qui ont tout pris. juste après, justement. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est elles qui ont tout pris. Ouais, et c'est aussi le... Hein? En même temps, c'est logique que ce soit elle qui ait pris, enfin d'une certaine manière, dans la mesure où, mais on va y venir tout de suite après, là, quand on va parler de Snapdragon 810, c'est que de toute façon Samsung a fait confiance à ses propres processeurs pour son flagship, LG est parti sur un 808, a pas mis le 810, donc voilà. Mais tu vois, LG a beaucoup moins souffert de ça que par rapport à Sony ou HTC. Moi, j'ai quatre faits rapides pour résumer l'année d'HTC. C'est remerciement de Peter Chou, pareil. Là, ils ont leur patron qui a sauté et par Cher Wang, une femme qui est malheureusement déjà dans la difficulté, qui a dû s'excuser auprès des investisseurs, qui a promis de relever la marque. Un HTC One M9 peu enthousiaste avec les problèmes qu'on a connus de surchauffe et aussi un problème qui a été soulevé par Marcus Brownlee, notre cousin, à tous les deux, à moi et à Greg, qui a détecté qu'à l'intérieur, au lieu d'avoir mis un capteur Sony, ils avaient mis un Toshiba qui était vraiment pas terrible. Et donc, même les mises à jour n'allaient pas améliorer le problème des photos. Un HTC Ray, cette fameuse caméra, personne n'a rien compris. Ils ont tenté de lancer un truc, ça a fait un flop. J'en ai une, je peux te dire que c'est triste. Franchement, c'est triste. Et la seule chose qui remonte un peu l'année pour HTC, c'est le fameux HTC Vive. Voilà. Le casque de réalité avec l'association avec Vive. Et il doit arriver au printemps, je crois, d'après le Voilà. Et pour le coup, là, ils communiquent parce qu'ils vont dans les Paris Games Week, ils font un minimum, tu vois. Mais le problème de la communication aussi, c'est HTC, c'est qu'il n'y a plus d'oseille, que les caisses sont vides. Et qu'il faudrait qu'ils se recentrent. Vas-y, oui, Greg. Si je peux conclure, je pense qu'il y a un virage que HTC aurait dû prendre et qu'il a laissé passer, c'est le virage de la musique. Tout le monde a entendu parler de HTC quand ils ont acheté Beat.
C'est vrai. Qu'il y avait du son dedans, qu'il y avait du casque. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, où les fabricants, en fait, ont du mal à innover dans un smartphone, où bon, maintenant, ils sont tous bien les smartphones, où ils ont essayé de surenchérir avec la photo. Aujourd'hui, le iPhone et le S6, certainement au niveau de la photo, c'est ce qui se fait de mieux. On est certainement en train de passer à une nouvelle étape qui sera la musique. Moi, je suis assez fan de musique en ce moment, et je sais que nombreux sont comme moi, toi aussi avec les casques et tout, et on cherche aussi maintenant de plus en plus, bon, on a fait tous des belles photos, ils ont des beaux écrans, voilà, c'est bien, mais pour écouter de la musique, ça consomme rien en batterie en plus, on peut écouter de nombreux formats, et le fait d'avoir un peu plus au niveau de la musique que d'autres smartphones, ça aurait pu être vraiment la carte de HTC qu'ils ont laissé tomber, en fait, qu'ils ont lâché, en disant, oui, mais nous, dedans, bon, il y a du beat, c'est bien pour les haut-parleurs, mais il y a un traitement du son, mais il y a de la musique. Après, la musique en ligne, c'est autre chose. Mais il y aurait pu vraiment avoir cette petite carte de fait que disant, attendez, nous, on a l'expérience de la musique, comme fait aujourd'hui Meizu en Chine, en disant, nous, on a l'expérience de la musique grâce à Beat, donc nos smartphones seront mieux au niveau de la musique que tous les autres. Et je pense que ça aurait été vraiment la carte qui aurait pu dire, ah ouais, mais attends, pour la musique, il faut du HTC. Parce qu'il y avait cette image Beat, qui n'est pas une bonne image en plus, parce que les casques sont pas bons et voilà. Mais pour le grand public, tout le monde connaît Beat parce que Dr. Dre, machin et tout. Et ça aurait pu être vraiment le label en disant, putain, nos téléphones, c'est du Beat, pour la musique, c'est le top. Et comme ça s'adresse un petit peu à la masse populaire, les gens, ils auraient dit, ah bah ouais, si c'est Beat, on achète. Ah bah, il y a beaucoup de Beat là. En bois. Et ça aurait pu être vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment le virage qu'ils ont loupé où ça aurait pu faire vraiment de la com magnifique. Enfin, pas à gros coup en disant pour le grand public, ah, vous avez un casque Beat, il vous faut le smartphone qui va avec. Et il y a un gros coup de Beat. On a dit on arrête ça. Ah, pardon. Aujourd'hui, c'est une émission mature. Ça. Donc l'autre constructeur qui est également un peu en danger, on en a dit, c'est Sony. Alors, Sony qui a donc quand même eu quelques difficultés cette année. Puis bon, ils ont eu des comportements un peu bizarres, hein. Ils nous ont expliqué que finalement leur téléphone qui était soi-disant étanche, bah, si c'est peut-être mieux éviter de les mettre dans l'eau quand même, ça serait pas plus mal finalement. Donc au niveau com, c'était génial aussi ça. Et puis voilà, quand vous filmez en 4K avec les Xperia, quand vous avez réussi à tenir 2 minutes, c'est déjà pas mal parce qu'en général après le capteur il se coupe, donc parce que à cause du fameux Snapdragon 810, je pense que Sony est vraiment celui qui en a le plus, enfin dont les téléphones en ont le plus souffert. Et donc justement le sujet suivant c'était ça, le Snapdragon 810 avec est-il le flop de l'année 2015 parce que alors que les processeurs Mediatek qui ont souvent longtemps été accusés justement de problèmes de chauffe semblent avoir enfin un petit peu réglé ce problème-là, en tout cas on n'en entend plus trop parler moi je trouve. Bah là c'est Qualcomm qui en a fait les frais avec ce 810 et d'ailleurs tout le monde attend avec impatience son remplaçant, le 820. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, Greg, qu'aussi bien que Xiaomi avec le Mi 5 ou Oppo avec le Find 9, on les attend encore parce que ces constructeurs-là attendent la nouvelle puce pour pouvoir sortir leur flagship et ne veulent pas sortir de téléphone avec le 810 compte tenu des problèmes que tous les autres constructeurs ont eu avec. C'est à moi d'enchaîner. C'est pas grave. Ah, moi j'attendais, on me dit vas-y parle, je parle. Oui, forcément. Là on est beaucoup en train de. J'ai fait une news là à midi concernant le Xiaomi parce que Xiaomi va faire une conférence le 15 décembre. Et tout le monde dit ah le Xiaomi Mi 5 machin. Non, le Xiaomi Mi 5 une tondeuse à gazon. Ouais, non, un aspirateur. Un aspirateur robot chez lui. Un aspirateur. Et comme en ce moment ils partent n'importe où, on peut y aller. Tout ce qui mais si c'est connecté, c'est bon. Pour eux, ça marche. Donc, c'est vrai qu'il y a trop en le 820, ça sera attendre, mais ça a fait les choux gras de Mediatek, hein, comme tu dis. C'est vraiment Mediatek a assuré cette année à partir du 65-95. C'était un bon processeur qui a pas bien marché en Chine, malheureusement, mais ça a fait les choux gras et moi je pense que c'est bien à Snapdragon d'avoir fait un coup comme ça parce que Qualcomm plutôt. Je dis Snapdragon. D'avoir fait ça parce que ça a permis à Mediatek d'avoir un second souffle et avec le marché chinois et tout. Et on voit qu'il y a beaucoup de fabricants qui sont tournés vers Mediatek dans les derniers. Bah, y compris justement, puisqu'on en parlait à l'instant, même Sony pour certains modèles plutôt milieu de gamme a pris du Mediatek, ce qui n'était jamais. Le Helio 10 et le Helio 20 là, c'est des très très bons processeurs qui marchent très très bien. Après, c'est bien, ça laisse un peu de souffle au marché et ça permet en fait, ça a vraiment permis à mon avis à d'autres fabricants qui boudaient les Mediatek en disant ouais non mais attends nous on veut du Qualcomm parce que c'est ce qu'il y a de mieux malgré tout. Comme le 810 c'était ce qu'il y a de mieux et que l'Hexacore le 615 n'était pas non plus
Mhm. ce qu'ils voulaient exactement. Ça leur a permis de dire bon, on va aller voir Mediatek et tout compte fait, ça a permis au grand public de connaître Mediatek. Et en fait, les processeurs sont plutôt bien. Ils Bah, marchent plutôt. en tout cas, oui, les derniers en date, enfin moi je regarde notamment tes tests et plein d'autres, j'ai pas vu de problème de chauffe sur les processeurs Mediatek de cette année, quoi. Au premier abord, c'est vrai que même dans les tests, on se rend compte que le 820 est réputé pour ça. Et quoi que les fabricants disent, même si tous les fabricants ont dit oui, mais nous, on a réussi. Le seul truc qu'ils ont réussi, c'est à faire cadencer 1 giga 5. Il n'y a pas eu de truc. Personne n'a réussi à en faire quelque chose de ce processeur. Donc, de toute façon, Non, mais on sait Sauf que Microsoft, hein, quand même, qui sur le 950 XL avec un refroidissement par. ils ont mis une glacière dedans. Ouais. Apparemment, ils ont réussi à le maîtriser, mais ils sont passés par un autre moyen. Donc, oui, tu le disais, Mathieu, pardon. Ouais, mais en fait, c'est comme, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, tu le sais, pour Watch et notamment sur Andromag et le studio mobile. Ça fait un peu redondant, je suis désolé. Mais en fait, Qualcomm, il a été pris de court. Donc, ce 810, il a été fait, n'ayons pas peur des mots, à l'arrache, parce qu'en fait, Apple avait annoncé les premiers processeurs 64 bits et qui se sont retrouvés complètement pris de court. Et du coup, ils ont pris ce que ARM, la société ARM, leur avait donné sans remettre dessus, parce qu'il faut savoir que Qualcomm ne fabrique pas ses processeurs et que il est design et après les fait faire par ARM. Mais cette année, ils n'ont rien eu le temps de customiser. Et c'est ce qui fait que ça a donné ce que ça a donné avec le 810. Là, avec le 820, ils sont en train de reprendre le contrôle. C'est un pros qu'ils ont redesigné. Et du coup, bon, on devrait être pas mal là-dessus. Ils ont fait beaucoup de communication autour du refroidissement et des nouvelles technologies qui vont arriver. Moi, j'ai déjà vu les premiers prototypes. Tu sais, Qualcomm, ils designent toujours des tablettes proto pour montrer tout. C'est vraiment impressionnant. De toute façon, ça a été une sale année pour Qualcomm. Hein. Ils l'ont payé d'ailleurs. Hein. Ils ont licencié 15% du personnel. Ils ont un chiffre d'affaires en baisse de 14% en juillet 2015. Et apparemment, on doit s'attendre à 22% jusqu'à la fin de l'année. Chute des bénéfices de 47%. Et donc, voilà, tu t'es raté. Il y a ça, et puis l'autre conséquence de ce souci qu'il y a eu avec le Snapdragon 810, c'est que ils commencent aussi à perdre la confiance des constructeurs. On l'a dit juste avant, certains se sont tournés vers Mediatek, et il y en a d'autres qui cherchent à avoir leur propre solution. On va pas en parler parce que pour l'instant c'est juste des rumeurs, mais a priori LG est en train de travailler sur son propre processeur pour pouvoir équiper ses Ouais, mais je suis pas aussi je suis pas aussi j'irais pas dans ton sens non mais dans ton sens dans le sens où LG ça fait longtemps qu'on entend parler de ses processeurs. Ah Je non, me mais là, souviens apparemment, cette fois, il travaille réellement dessus, hein, pour cette année. je me souviens d'un processeur Odin de chez LG qui devait arriver enfin c'est pas facile de faire des processeurs, de toute façon ça prend des années. C'est pas ça le problème. Le truc où je suis un peu moins de votre avis à toi et à Greg, c'est que bizarrement, quand il y a eu panique pour le 810, Qualcomm a proposé un 808 sur lequel certains sont jetés dessus, d'autres sont passés sur du 615. Et au final, je trouve que Mediatek, malheureusement, en tout cas sur le marché européen, c'est là où je nuance ma réponse par rapport à Greg, c'est que j'ai pas vu de processeurs Mediatek haut de gamme prendre le pas, et c'est ça qui est dommage parce que ça ferait du bien à la concurrence. Mais regarde, le 820 va sortir et il y a déjà une soixantaine de modèles, comme ils appellent ça, qui a signé, tout le monde attend. Apparemment, OnePlus, il se préparait déjà un OnePlus 3. Xiaomi, tout le monde attend. Donc, je pense que ça va être un petit écueil à ne pas refaire, mais ça va être oublié, ça. En tout cas, il y en a un qui n'a pas de problème de processeur, puisqu'en plus de ça, il produit ses propres puces. C'est Huawei. On va dire que 2015, c'est un peu l'année Huawei. Alors, attends, je m'habille juste pour l'occasion. Voilà. Pour pécho une chinoise, il faut se mettre de circonstances, les mecs. Hein. Voilà, donc Huawei, si on rajoute également sa filiale Honor, qui a sans doute été le constructeur le plus actif de cette année, parce que c'est vrai que sur tous les salons, ils avaient des produits à montrer, que ce soit montres, smartphones, et puis donc voilà, les ventes de Huawei n'arrêtent pas d'augmenter, au point même que certains, dont je fais partie, leur prédisent un bel avenir, et je suis quasiment sûr qu'à terme, alors ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais à plus ou moins brève échéance, je suis quasiment certain que Huawei arrivera un jour à être numéro 1 mondial au niveau des ventes de smartphones. Huawei donc a le vent en poupe, puisqu'il a même été choisi par Google pour en faire le Nexus 6P.
Donc, si on peut continuer également dans ce sens en disant que désormais Huawei c'est le numéro 3 mondial et c'est même, Greg, le numéro 1 en Chine où il a dépassé Xiaomi depuis peu. Oui. Oui, après, on avait déjà vu ça avec quand les classements tournent. L'intérêt, c'est que Huawei, ils ont une gamme qui est quand même très très large, qui va de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Mhm. Ça comprend quand même et Huawei, et Honor, et la gamme Ascent, et la gamme Mate. Et c'est vrai que ça fait énormément de gamme, ce qui permet aux gens qui veulent mettre 100 euros de pouvoir s'acheter un Honor 5, par exemple. Et les gens qui veulent mettre absolument 700-800 euros d'acheter un Mate, là on parle du Mate 8. Euh, donc c'est vrai que ça permet de vendre beaucoup plus de smartphones. Ce qu'a fait les choux gras de Samsung pendant un grand moment où ils étaient leaders, c'est parce qu'ils vendaient énormément de smartphones. Sur le volume, c'est peut-être un peu plus facile. Après, Huawei, moi j'ai toujours bien aimé Huawei depuis. Enfin, j'ai toujours bien aimé. J'ai bien aimé Huawei depuis que je suis arrivé en Chine il y a 5 ans et c'est une marque que j'ai toujours appréciée. Qui faisait toujours de très bons modèles, très quali, très bien. Après, bon, le fait de voir arriver d'autres marques, tu parlais de Honor. Avec Honor, ils ont fait un coup d'enfer, même si, même si j'allais dire, parce que après, voilà, Honor sort d'abord en Chine et après ils sortent en Europe. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'est plus copains avec Honor. Sinon, c'était une marque. Je comprends. D'ailleurs, Greg, tu peux me répondre, c'est toujours une gamme chez Huawei Honor ou c'est devenu aussi une division à part en Chine? En Chine, ça a toujours été une gamme. Et ça l'est encore. C'est encore le cas. Ça a toujours. Mais en fait, ils disent qu'ils ont 2 buildings. Moi, je veux bien qu'ils aient un bâtiment A et que le bâtiment B, ça soit le bâtiment de Honor. Mais à partir du moment où c'est le même groupe, c'est les mêmes usines, après c'est peut-être deux, oui, c'est comme on va dire c'est peut-être comme Peugeot et Citroën, tu vois. D'accord, ouais. Oui, c'est Et, pas mal. et DS maintenant. Alors chacun dit non, mais nous, attends, dis donc, on n'est pas les mêmes, mais bon, on a les mêmes composants, on a les mêmes processeurs, on a les mêmes machins, mais on a nos propres designs et tout. Et C'est pas mal c'est cette vrai analogie, me plaît bien, moi. Je trouve que c'est une bonne comparaison, effectivement. non, c'est ça. Après, en France, je sais pas, quand je regarde Automoto et tout, quand tu vois les ingénieurs de chez DS, ils ont leur propre magasin. Maintenant, ils ont carrément leur logo DS. Les mecs font non, nous, on n'est pas Citroën. Non, non. Bah ouais, enfin, non. Ouais, Quand même. 95% de la voiture, c'est quand même. Faut pas déconner, ouais, voilà. Et Huawei, Honor, c'est pareil. Après, nous, dans les Huawei Shop, les officiels plutôt, il y a du Huawei, il y a du Honor, il y a du Ascent, il y a du Mate. Il y a vraiment toute la gamme dedans. Il y a que en Europe où ils ont décidé de jouer un peu, non, mais nous, c'est pas nous, pour jouer un peu la carte en disant Alors, Honor ne sera vendu que sur Internet et Huawei, vous les trouverez en magasin. alors Après, voilà, donc par rapport à ça, donc on en avait parlé ici, il n'est pas exclu de penser aussi que si Huawei a voulu faire, en tout cas en Europe, de Honor une marque, c'est aussi parce que son nom est très difficile à prononcer chez nous et que, alors que Honor, tout le monde retient, ça c'est très facile. Mais en tout cas, c'est une stratégie qui a très très bien fonctionné, notamment en France, grâce, il faut le dire, je salue au passage à notre ami Alexis André, qui est le community manager de Honor France et qui a été extrêmement efficace et qui a permis vraiment à la marque d'être très vite assez connue en France. Et qui est super. Et cette stratégie qui a bien fonctionné en Europe, on peut vous le dire, parce que vous n'avez peut-être pas vu passer cette info, elle va être répercutée aux États-Unis, puisque la toute première conférence de presse qui a été annoncée officiellement au CES 2016 à Las Vegas, c'est Honor qui l'organise, et c'est pour annoncer a priori le lancement de la marque aux États-unis. Ouais. Donc, C'est un bon jeu pour eux en fait. On sait que Huawei ne marche pas du tout aux États-Unis. À cause des problèmes qu'on leur a collé, des accusations d'espionnage sur les infrastructures Huawei, puisqu'on sait que Huawei aussi fait des infrastructures réseau. Et du coup, à mon avis, c'est une très très bonne idée de tenter de lancer Honor là-bas pour essayer de se démarquer un maximum de Huawei et voir si ça marche. Je pense que c'est une très très bonne idée. D'ailleurs, j'ai envoyé un mail à mon ami Joshua de Android Authority. J'espère avoir une réponse pour le podcast. Je voulais savoir un peu son sentiment par rapport à ça. Je n'ai pas eu la réponse, malheureusement. D'accord. Et donc, Honor, qui en ce moment même, Shenzhen organise un event où sont conviés plusieurs journalistes français, notamment Pépé Garcia, il y a également Ulrich Rosier de Frandroid, Grégory Pujol, le rédac chef de
du journal du geek, et aussi Driss, notre ami Driss de Watch TV, enfin, qui est là, lui est là pour le coup en train de représenter l'Argus du mobile. Donc visiblement il se passe pas mal de choses encore, il y avait pas mal de choses à prévoir encore du côté de Honor. Ouais, je t'ai invité, mais je dis ouais, j'ai un podcast avec Greg du JT Geek, je m'en fous. Ouais, Greg pareil, il a dit la même chose, il a dit Ouais, non, je suis à l'école de Non, Donc, En bref. vrai, c'est sérieux, quoi. Cette stratégie là adoptée par Huawei avec Honor avait fait des émules. On avait vu un peu la même chose l'an passé avec Oppo et OnePlus, c'est-à-dire qu'au finalement c'est quand même deux marques qui appartiennent à BBK Electronics, c'est-à-dire que les téléphones sortent des mêmes usines, même si je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis on a là en 2015, d'autres constructeurs ont adopté cette même stratégie. On a vu Lenovo avec Zuk, marque que tu connais bien, Greg, puisque c'est ton actuel téléphone est un Zuk Z1. Et même chez les constructeurs un petit peu plus underground, cette stratégie-là, on la retrouve aussi avec Elephone qui a lancé Echo, Doogie qui a lancé Oukitel, et puis eux ils ont même lancé deux autres, ils ont Oukitel et HomeTom. Donc visiblement, si tout le monde s'y met, c'est que cette stratégie, Greg, c'est peut-être la stratégie payante. En fait, la vente sur Internet, on va dire, en Chine, c'est Xiaomi qui a lancé la mode. En disant, on vend des téléphones, mais on les vend que sur Internet, en vente privée, en vente flash. On vend un max, on rentre le cash, on produit, et tout le monde est gagnant. Et c'est vrai que c'est vraiment été eux qui ont instauré ce système-là, parce qu'en même temps, ils n'avaient pas énormément de choix, et que les autres fabricants ont repris. En lançant comme ça. Et du coup, les autres fabricants, pour dire on vend moins cher la même chose, quasiment la même chose, il a bien fallu qu'ils trouvent une solution. Et c'est vrai que le fait de lancer d'autres marques, alors les Chinois, les marques de Shanzai, je pense pas. Tout ce qui est Doogie ou Kittel, machin et tout, eux, ils font juste ça parce que c'est des branques et pour dire oubliez les problèmes de l'une, on en a une autre. Mais après, pour les autres marques, ça a été vraiment, je veux dire, Oppo, c'est quand même une marque qui est super chère en Chine. Ces téléphones qui sont très quali. Alors, j'en ai eu plein et je peux vraiment vous assurer que c'est vraiment une très très bonne marque. Mais comment une marque peut dire on va vous vendre le même avec les mêmes composants, mais ceux-là, comme on les vend sur Internet, ils vont être souvent 30% moins chers. Donc là, l'idée, c'est de dire bon, on va en faire une autre marque, comme Renault a fait Dacia. De toute façon, en même temps, c'est la même analogie en fait à chaque fois. Et c'est une stratégie qui est bien. On l'a vu dernièrement avec ZTE, qui n'a pas en fait développé sa gamme Nubia, que tout le monde croyait. Je sais que Mathieu a un Nubia. Nubia, c'est quasiment, mais ça fait partie des meilleurs smartphones qu'on a jamais vus. Et pourtant, il y a que les Chinois qui les ont vus. Pourtant, malheureusement, oui. qui veulent pas les exporter, alors que c'est des téléphones qui sont incroyables, vraiment. Et ben là, ils se sont dit bon, tout compte fait, on va garder cette marque-là parce que c'est une marque qui est très Nubia, c'est une marque qui est très nationale parce que la femme du président en a un. D'accord. Ils ont réussi à négocier un peu avec. Et la femme du président. Et quand elle a été en Allemagne, elle a pris des photos, machin et tout. Donc c'est devenu une marque qui est devenue une marque qui est devenue très nationaliste en disant bon, si la femme du président en a un quand même. Enfin, si ZTE a réussi à faire rentrer du Nubia avec la femme du président, c'est que déjà. C'est du solide, c'est du costaud. Ça n'a pas marché avec BlackBerry par contre. C'était la minute closer GLG. C'est qu'ils sont bien en place. Mais donc du coup, on voit que les autres marques, ils disent voilà, on va faire du moins cher, on va vendre la même chose mais moins cher. Donc il faut créer d'autres marques et tout. Et c'est une stratégie que Honor a fait, enfin Huawei a fait parfaitement avec Honor. Qu'on va pas dire, je pense pas que Oppo ait fait très bien ça avec OnePlus parce qu'il y a des couacs il y a des grains de sable dans la machine. Mais que ZTE fait très bien avec sa nouvelle gamme. Ouais, Axon, qui est une très très jolie gamme d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est des téléphones qui sont magnifiques, et apparemment qui fonctionnent très bien. Et je pense que ça va être décliné dans beaucoup de marques où j'avais lu, je sais plus, je crois que c'est Samsung qui devait en produire un aussi. Justement, c'est un petit peu vers ça que je voulais aller, moi. C'est-à-dire que je crois que Mathieu, c'est une idée que toi tu défends, c'est que est-ce que finalement l'erreur que Samsung a fait, c'est justement de ne pas avoir adopté ce genre de stratégie, d'avoir voulu inonder le marché avec une gamme où maintenant on se perd complètement dans la gamme Samsung, plus personne n'y comprend rien, alors que finalement s'ils avaient sorti une deuxième marque, ça aurait peut-être été plus bénéfique, parce que pour le coup, c'est vrai que même moi qui relais pas mal de tests, je vois notamment Marco de Top 4 Phone qui teste des fois certains modèles Samsung, je savais même pas qu'ils existaient, quoi. Il y en a trop à un moment donné.
Ben, tu sais, je veux juste dire un truc. Quand le S6 est sorti et qu'il y avait le Edge, j'étais sûr que le Edge, il était plus grand que le S6 normal. J'avais pas pigé que c'était pratiquement la même taille d'écran. J'avais cru qu'ils avaient fait comme l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Ouais, donc déjà, oui, rien que pour un même Donc modèle. là, tu t'attends déjà à un plus gros téléphone quand tu prends le Edge, alors que c'est pratiquement la même taille d'écran et qu'ils l'ont sorti bien plus tard, l'autre. C'est vrai, effectivement, ouais. Et donc, Mathieu, oui, par rapport à ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Bah, en fait, je pense qu'aussi c'est une nouvelle manière vers laquelle les constructeurs ils sont en train de nous emmener. C'est que de plus en plus ils ont un problème, c'est que les investisseurs ils demandent de plus en plus de marge et de plus en plus de chiffres, et que c'est une stratégie marketing différente de la méthode traditionnelle. Ces nouvelles marques elles s'inscrivent sur une tendance qui deviendra sans doute, là, pour moi, une norme dans le futur. C'est-à-dire plus proche des consommateurs, avec une grosse action, un gros plan d'action sur les réseaux sociaux, l'esprit de communauté, comme ce qu'on voit chez Honor, chez OnePlus, un peu moins chez Oppo, même si ça se développe un peu en France, par exemple, avec Lionel, à qui je remercie de m'avoir envoyé cette petite mascotte. Je voulais le dire parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, merci. Je fais des bisous à Lionel d'ailleurs, parce qu'il nous regarde. Ouais. Juste une petite parenthèse aussi, qu'on y est aussi, parce qu'il est fan de Oppo, faire un bisou à Julien Co, que tu connais, Greg, parce que je crois que c'est celui qui s'occupe du forum du JT Geek. Julien. Oui, oui, je le connais sur son pseudo. Oui, oui, exact. Voilà, Julien, c'est ça. Voilà. Qui s'occupe du forum du JT Geek et qui a repris le forum France de chez. Mais en fait, on a beaucoup de membres qui ont pris. Dernièrement, c'est Sébastien qui a repris aussi le fan site de Ulefone, et il reprend aussi la page Facebook de Oukitel. Donc c'est marrant parce que c'est des membres qui nous suivent et qui après s'installent un peu comme ça chez d'autres en disant tiens, Julien, parce qu'il avait l'expérience du forum, donc comme il me l'a dit, ça a aidé forcément en venant de ce forum là, mais c'est sympa parce que du coup on retrouve des membres qui gravitent un peu sur les autres planètes et chez les autres marques, et qui, pour ceux qu'on connaît, n'hésitent pas à nous mettre en avant en disant, sachant qu'ils sont fans du JT Geek, en disant oui, le JT Geek, on l'a vu le cas avec Oukitel, où Sébastien met le paquet avec Oukitel en disant il faut absolument leur envoyer des smartphones et tout, et c'est bien, c'est qui sont sympathiques. C'est le même prénom que chez nous, Julien, Sébastien. Ah ouais. Et donc Julien, je crois qu'il voulait dire quelque chose. Je crois que pardon. Non, mais c'était éventuellement après Mathieu, mais c'était pour revenir, c'est sur ce débat-là, sur aussi la gestion des stocks qui est quand même en amont, et le fait d'avoir ce genre de politique maintenant de vente directe par Internet, effectivement en se rapprochant du consommateur, tout ça, c'est aussi lié à la gestion des stocks, et tout le monde s'y met, puisque même Apple, sur les dernières ventes, qui ne veut plus de queue devant les magasins, privilégie maintenant la vente directement via Internet, comme ça a été le cas pour ces derniers produits où c'était obligatoire. Il faut dire aussi que ça répond à des nouvelles habitudes de consommation où effectivement on est tous maintenant habitués à acheter tout sur Internet. Vas-y Mathieu. Et puis juste pour finir, ça permet aussi de serrer les prix, puisque du coup tu comptes aussi sur les réseaux sociaux pour faire ta pub, tu dépenses moins en termes de marketing, etc. en tout cas, et voilà, tu comptes sur ton public pour une diffusion large et virale, comme le dit par exemple OnePlus qui essayait de faire des challenges et trucs comme ça. J'espère que pas de magasin, donc pas de boutique, donc pas d'employés. Enfin. Ouais, après je sais que par exemple Huawei ils font un peu l'exception parce qu'ils ont ouvert une boutique qui s'appelle Vmall, mais je sais pas si c'est une boutique physique aussi, parce qu'apparemment ils partaient pour l'instant ils pensaient aussi peut-être ouvrir une physique, mais ça c'est plus pour le prestige et l'image, tu sais, un peu l'image d'Apple pour les Apple Store. Donc voilà, après le problème que tu as par rapport à ça, c'est que pour moi on est dans une espèce de phase de transition où on est en train de nous éduquer petit à petit à ce nouveau mode de vente et tout, et bientôt un jour ça sera peut-être la norme. C'est que avec ce problème de stratégie à double tête comme tu le dis, c'est que ça met aussi la confusion chez le consommateur qui, on le voit très clairement quand on parle du Huawei P8 ou du Honor 7. Tu vois, les gens ils comprennent plus, ils disent attends, avec le Honor 7 je paye 300 €, j'ai quasiment la même chose qu'un Huawei P8 pour le prix, parce que le problème c'est qu'aussi le Honor 7 il a mis la barre haute, même s'il est plus épais, mais en termes de finition et tout c'est quand même vraiment pas mal, et quand tu conseilles les gens tu as plus tendance à leur dire prends un Honor 7, t'en auras un peu plus t'auras la même chose pour ton argent qu'un P8 qui est quand même beau, fini, fin et tout. Il est là aussi le risque que prennent les constructeurs à vouloir s'amuser à décliner tout en double,
À quelques Mais bon, nuances près. après, ils ont une marque, enfin des produits, ceux de Huawei qui sont présents chez les opérateurs, puis ceux de Honor qui sont disponibles en ligne. Ça permet de couvrir tout le marché finalement. Julien, je crois que tu veux encore dire quelque chose ou tu te grattais juste l'oreille en fait? Non, ouais, justement, parce que Ouais, ouais, je voulais ça. ouais. Ouais. Non, tu viens vers ce qui est pour moi le point central, c'est que je pense que malgré tout, en France, même si les habitudes changent, la vente du téléphone reste liée à l'opérateur. Et tant que ces marques-là ne seront pas présentes dans les boutiques des opérateurs, ça va être compliqué. Alors, je ne sais pas comment ils vont y arriver. Est-ce qu'ils vont arriver vraiment sous les marques ou avec à des partenariats directement avec les opérateurs? Je ne sais pas trop, mais pour le moment, c'est vrai que là, on est quand même sur un sujet qui s'adresse aux geeks. Pour la majorité du grand public, c'est pas encore ça. On est d'accord. Mais là, tu anticipes un peu le sujet suivant. Juste avant qu'on y aille d'ailleurs vers ce sujet-là, j'aurais juste demandé à Sébastien comment ça se présente sur le marché suisse. Les marques chinoises, on en voit beaucoup ou c'est vraiment pas très développé? Bah écoute, Huawei, là, j'ai remarqué, je suis passé dans un Swisscom Shop, donc Swisscom c'est votre France Télécom, si on veut, c'est notre France Télécom, donc Mhm. c'est le leader. Et j'ai vu qu'ils avaient fait un gros stand Huawei et tout. Et là, je viens d'apprendre qu'ils vont fournir les prochains modems avec, ils vont appeler ça le G-Fast, et c'est pour ceux qui sont dans les villages et qui peuvent pas avoir la fibre. Donc avec ce nouveau système, ils se sont alliés à Huawei et donc on va pouvoir avoir jusqu'à 500 mégabits. Donc c'est la moitié de la fibre, mais c'est bien parce que ceux des villages, ils vont pouvoir quand même avoir un ADSL vachement puissant. L'autre sujet qu'on voulait aborder sur cette émission, c'est donc les smartphones chinois, bien évidemment, avec la présence de Greg, qui a une boutique, la Skyphone boutique, et c'est vrai que les ventes de smartphones chinois ces dernières années avaient pas mal augmenté, notamment enfin l'importation de ces smartphones depuis la France, par exemple. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans le futur, ça va durer ou pas? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a certaines marques qui sont très agressives sur le marché français. Je pense notamment à Wiko ou également à Arcos ou Alcatel One Touch. On avait parlé dans cette émission de l'Idol 3 qui est un excellent smartphone et qu'on trouve à l'heure actuelle sur Amazon à 149 €. Donc, est-ce que quand on voit ça, est-ce qu'il est encore pertinent d'importer des smartphones depuis la Chine, sachant qu'en plus il n'y a pas la garantie qui va avec, quoi. Ils vont te faire la gueule, hein, Wiko et Arcos. Hein. Parce que les mecs, ils se font chier avec une campagne Coco Wiko. Ouais. Bah, le bon côté, c'est que les trois marques que tu as citées qui se vendent en France sont des marques bien chinoises. On est bien d'accord. Le clash. Faut le dire. Mon Dieu. Hein, ça n'enlève pas aux usines locales de produire autant qu'elles peuvent. Oui, ça par contre, oui. T'aurais pu rajouter Polaroid en même temps, c'est pour faire genre. Oui, c'est vrai. Mais après, je pense, par rapport à ces marques-là, il y a un petit côté qui a été long à mettre en place, mais qui se met bien en place. Le petit côté, surtout geek. Je pense vraiment, si Wiko avait vachement communiqué au début là-dessus en disant Wiko, on est la marque geek. Bon, les gens en sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte que d'acheter du Wiko ou d'acheter du Elephone, c'était la même cochonnerie. Donc, tiens, en parlant de cochonnerie, Wiko, ils sont plus en ce moment dans la cochonnerie, si tu regardes, dans le porno. Dernier Andromag, c'est reparti en sucette. Hein. C'était le journal du hard, hein, limite. Hein. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, mais c'est ta spécialité. Excuse-moi. Donc du coup, il y a vraiment le petit côté geek. Après, je pense, c'est un peu, je vais pas dire que c'est à cause de moi, mais il y a le petit côté aussi où les mecs achètent un peu chinois pour acheter, comme certaines marques le prenaient il y a quelques années, pour acheter différent. Ouais, c'est ça, vous allez dire. Ça permet d'avoir un smartphone voilà, pas comme les autres. On le voit. Moi, j'ai des membres qui m'écrivent en disant ah putain, j'étais à la fac avec mon téléphone. Et puis il y avait un mec qui avait un autre aussi, d'une autre marque, il dit ah ben ouais, t'as un smartphone chinois, ah moi aussi et tout. Et puis l'autre il dit ah mais tu connais le JT Geek, ah ben moi aussi. Enfin, bon après donc du coup ça rentre dans des trucs, mais du coup les mecs ils ont vraiment la sensation d'avoir quelque chose de différent et quelque part d'entrer dans une autre famille. Ce qui a fait les choux gras d'Apple, c'est que quand t'as un mec à Apple, tu rentres dans la famille Apple, t'es bien, tu rentres dans une espèce de confrérie où tout le monde a Apple et c'est bien. Et quand les mecs maintenant ils achètent des smartphones chinois, ils ont l'impression de rentrer dans un truc où bah déjà, il y en a pas énormément qui les ont. Et puis quand ils les ont, ils disent ah toi aussi machin, t'as un smartphone chinois et tout. Ils rentrent un peu dans un autre truc et c'est quand même un autre budget aussi où bon, quand tu rentres chez Apple, bon bah le ticket d'entrée il est à 500-600 €. Donc là c'est les premiers de la classe avec les Mac et les petites chemisettes.
Et quand tu achètes plutôt un téléphone chinois, où là les mecs ils achètent, bon bah c'est 100, 200 euros, voire 300 euros pour les uns, ils rentrent dans un petit club fermé de mecs qui ont des smartphones chinois qui, quelque part, jouent un peu des inconvénients que tu viens de citer, c'est-à-dire les mecs, attends, moi j'importe en Chine, ah, il y a le petit côté. Ensuite, bah, ce personne-là, en plus, il joue un peu les connaisseurs en disant, attends, ça vient quand même de Chine, personne-là, et moi, le mec que je connais, j'importe des trucs, et tout compte fait, ils font la promotion et la propagande du téléphone en disant, regarde, en fait, c'est pas si mal que ça, regarde, pour maintenant, on voit dans les derniers arrivés, c'est 150 euros, voire 200 euros, ça fait le taf, et ça correspond bien à un produit qui, on le voit, enfin, c'est la fois, c'est quelqu'un qui m'a dit, il me dit, oui, quand tu prends le rapport à l'année en disant, tu achètes un smartphone qui vaut 150 euros et tu te dis, je vais le garder pendant 6 mois. Eh ben, ça te fait 25 euros par mois, quoi, de budget. Et dans 6 mois, avec l'évolution et les smartphones qui sont quand même de mieux en mieux dans les smartphones chinois, il faut bien l'avouer, pour 25 euros par mois, tu peux avoir un téléphone qui est toujours au goût du jour, que tu changeras tous les 6 mois, et tu rentres dans un petit club où les mecs, bah, du coup, après, il n'y a pas que JT Geek, mais ils rentrent dans le truc, ils sont dans le forum, ils sont sur le. On a vu ça au JT Geek où on a eu des membres qui nous ont dit, je me suis senti obligé d'acheter un smartphone chinois pour en être. Parce que le mec, il a un téléphone comme ça. Je m'assure, je comprends toi. Dans la Ghost Pack, les mecs des iPhone qui veulent changer, il y en a plein hein, qui disent oui, mais bon, parce que ils ont peut-être pas le budget aussi d'acheter de nouveau. Et puis ils se disent voilà, pour rentrer un peu dans cet esprit de smartphone chinois d'importateur, ils disent ah, moi aussi, il faut que j'en ai un. Puis bon, bah 150 euros, je veux dire, c'est pas un budget qui est non, 150 euros, c'est 5 litres d'essence. Le gourou Greg, Greg, le salaud, il m'a voûté. Ah merde, j'ai pas sorti ma Bible, mon Dieu. Ah il va les Steve Jobber. Ah, m'a voûté. Oui. Que dis-tu? C'est un budget, c'est aussi rapport à un budget, je pense, du moment où les mecs ont pas 500 ou 600 euros à mettre soit dans un Samsung, soit dans un. Alors tout le monde dit oui, mais avec le renouvellement opérateur. Attends, maintenant tu t'abonnes pour 5 ans avec un opérateur, donc tu peux pas. Oui, mais avec les opérateurs, tu vas en renouvellement. Ouais, mais enfin, les mecs, ils peuvent pas renouveler tous les 6 mois. C'est maintenant, je crois que c'est 2 ans. Donc, bah, 500-600 euros pour un iPhone à Samsung, les mecs, ils disent, bon, bah, quand ils ont pas le budget et qu'ils veulent vraiment changer, puis avoir un truc un peu plus moderne ou pour changer, parce que ça c'est un problème de geek, hein, on veut tous changer tous les 6 mois dès qu'on en a un nouveau, et ben ça permet pour le budget d'avoir un smartphone qui est bien, d'être sympa, de galérer un peu, de dire ah je l'ai planté, ah les ROM machin c'est nul et tout, et puis d'aller sur les forums sur Frandroid, d'aller dire ah c'est de la merde et tout. Donc ça permet. Alors, moi je pense que ça met du piquant dans la vie. Hein. Ce que tu dis est vrai. Par contre, pour ce qui est du renouvellement, c'est vrai. On en avait parlé dans cette émission juste très brièvement. Pour Apple, c'est un petit peu différent pour les iPhones parce que l'avantage des iPhones, c'est que ils décodent pas, donc très peu. Donc régulièrement. Oui, enfin, qui achète un iPhone 5 ou maintenant Si, non, je te rassure, sur le marché de l'occasion, ça se vend très bien. Écoute, on en a un. Ça tombe bien si vous en voulez. Non, mais voilà, après, voilà, il y a le marché peut-être de l'occasion, mais après, qui achète? Ouais, mais après, ça vaut 500 euros. Et si le mec, il a pas les moyens d'acheter un neuf à 600 euros, il va pas acheter un iPhone 5 à 400 euros non plus. Non, mais je veux dire par là, c'est que pour celui qui veut, pour un budget justement, voilà, de 150 ou 200 euros, effectivement, il y a soit tu as un iPhone et tu le changes tous les ans, c'est à peu près ce que ça va te coûter, soit alors il y a la solution du smartphone chinois. Et par contre, ça marche pas. Et on en a parlé tout à l'heure. Peut-être aussi une des raisons de leur problème, ça marcherait pas avec un Samsung parce que si tu changes tous les ans, voilà, ça marchera pas. Et donc, c'est vrai qu'en plus de ça, il faut le dire, on a désormais dans cette fourchette de prix, 150-200 euros aujourd'hui, les modèles qu'on trouve suffisent largement aux usages des gens, parce que finalement, tout ce qu'on fait avec nos smartphones aujourd'hui, pratiquement n'importe quel téléphone du marché est capable de le faire, quoi, sans aucun problème. Tu sais, j'avais eu la remarque d'un membre qui m'a, tu sais, quand tu parles des téléphones low cost, où il y a des membres des fois on les voit sur YouTube, ils mettent en commentaire, ouais, mais pourquoi tu vas pas plutôt l'acheter à Carrefour? Eh ben, on a des membres qui répondent oui, mais ça, c'est des téléphones de supermarché. Parce que j'optimisme, pardon. Et non, mais et cette remarque, tu vois, de téléphone de supermarché, ça fait vraiment le téléphone où les mecs ils vont pas les acheter parce que téléphone cherché, alors que l'import, il y a le côté un peu exotique où les mecs ils importent, puis il y a le côté des smartphones peut-être un peu plus geek et peut-être pas mais c'est vraiment la remarque, tu vois, de smartphone de supermarché, ça m'avait fait drôle. Me dit pourquoi t'achètes pas du Wiko? Le mec fait du Wiko, c'est le smartphone de supermarché. Et c'est une remarque qui est intéressante parce que en même temps c'est la vision que donnent certains membres de ce smartphone low cost que tu peux acheter. Alors il y a des marques un peu bizarres, hein. Même moi quand je suis allé en France j'ai vu,
il y a des marques qu'on connaît pas ou des marques anglaises qui essaient de se monter et tout. Et les gens ont peut-être pas trop confiance, alors que du coup, la clientèle des mecs qui apportent, c'est vraiment des geeks qui veulent importer, qui veulent penser différent. Et je pense qu'il continuera à y avoir un marché là-dedans parce que, en plus, va-t'en, putain de con de chien. Putain, c'est pas incroyable. Mais derrière, il y a une chinoise qui va le bouffer. Je vais même pas la maison. Non, c'est pas la bonne race. Ça se mange pas. Ah, d'accord. Et quelque part, il faudra vraiment avouer que depuis 5 ans que je fais du smartphone chinois, cette année aura vraiment été l'année où les smartphones chinois ont passé un cap au niveau de la qualité. En termes de finition, en termes de rendu, en termes de performance, il y avait vraiment des marques qui étaient à la ramasse complet comme Umi ou qui fait vraiment des téléphones de merde. Et les mecs, ils sont sortis où les usines qui tenaient le marché, en fait, ont vraiment fait un bond technologique où on a les contours en aluminium, on a de bons écrans, on peut arriver à avoir de bons appareils photo, on a des téléphones qui sont assez complets. Et du coup, tous les fabricants en ont profité parce que tous les fabricants fabriquent dans les mêmes usines. Et c'est vraiment l'année où les smartphones ont quand même bien, les smartphones chinois en low cost ont quand même bien évolué. Les hauts de gamme, si on parle des marques, on parle de OnePlus, on parlera de l'ETV, de Meizu, font des téléphones qui sont quand même juste incroyables. Et ça sera vraiment cette année-là qui marquera aussi un changement. Et autant ça sera peut-être la dernière année, puis l'année prochaine, ça va s'essouffler parce que les gens préféreront à prix équivalent acheter autre chose. Mais moi, je suis convaincu que vraiment les Chinois sont au taquet et suivent vraiment la tendance. Je pense qu'il y a encore un bel avenir pour eux. Juste pour conclure sur ce sujet, Julien. Oui, bah justement, moi je pense que là, tu vois, Greg définissait bien le côté mode qu'il y avait pour le moment sur le portable chinois, avec ce côté je suis in, j'ai quelque chose de différent, c'est un produit différenciant. Et je pense que là, avec vraiment la qualité qui a nettement augmenté cette année, je pense que là, on va passer sur une autre étape pour les Chinois. Et je pense que le téléphone Carrefour, il va plus avoir la même gueule, quoi. Et que maintenant, on va vraiment se poser la question chez tout le monde de passer à ce genre de téléphone. Ce sera plus réservé à une élite parce que effectivement, les gens, quand tu vois la qualité, tu te dis mais pourquoi payer 500 quand je peux en payer 200? C'est pas possible. Mathieu, je crois que tu voulais aussi ajouter quelque chose. Ouais, alors juste pour revenir, parce qu'il y a deux types de smartphones chinois dans ta question. Donc on a parlé, Greg a très bien parlé des smartphones qu'on va dire plus underground, moins international, où là, là c'est réservé à une élite de personnes, enfin à des geeks qui veulent vraiment toujours découvrir les dernières petites marques à la mode chinoise. Greg le sait très bien, moi je l'entends souvent, c'est lui qui le dit. Il y a peut-être 30 marques qui s'ouvrent tous les jours. Il y en a une qui survit. Toutes les autres, elles sont vouées à mourir ou elles vont durer très peu dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est, et là je vais en venir, et Julien va très bien peut-être me comprendre, pour en revenir aux smartphones chinois, donc si on parle de Huawei, de toutes ces grandes marques, il va y avoir peu d'acteurs qui vont vraiment s'internationaliser dans le monde chinois. Et pour en revenir, ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire et ce que les Coréens ont fait aux Japonais. C'est-à-dire que les Japonais, ils étaient leaders du marché de la tech, ils se sont fait tuer par les Coréens qui sont arrivés avec moins cher. Au début, c'était de la copie, c'était bateau, ils se sont améliorés, ils sont arrivés à un niveau. Et aujourd'hui, que ce soit dans le smartphone, et c'est pour ça que je regarde Julien, parce que c'est aussi dans la télé, on en parlait dans le dernier épisode, dans les cadeaux, et ben, ils sont en train de monter en gamme sur les télés. Et aujourd'hui, demain, on aura peut-être des télés chinoises avec des smartphones chinois, et ça sera eux le pays de référence de la tech jusqu'à ce qu'un autre pays, je parierais peut-être moi sur l'Inde plus tard, ou peut-être sur un autre pays, ou la Thaïlande, ou un autre pays asiatique qui prendra le relais de la Chine, mais pour l'instant il va y avoir l'âge doré de la Chine dans la tech, ça c'est certain, parce qu'ils ont mis les moyens. Oui. Ouais, Là, peut-être aussi dans l'automobile, hein, ça pourrait aussi arriver à terme dans l'automobile. Mais il y a un rapport chez les Chinois, moi je le vois, je l'ai vu avec la télé là, chez Hisense, mais aussi chez les opérateurs téléphoniques que les autres ont un peu oublié. Il y a un rapport au client qui est très important. Il y a un vrai contact au niveau du SAV, il y a des retours auprès de la clientèle. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va vraiment les aider au développement et qui est très important. C'est un effort qu'ils ont fait. Il y a une stratégie auprès des opérateurs qui est très, très intéressante. Ça serait trop long à vous expliquer là. Je vous renvoie vers un article qui a été publié par nos camarades de Frandroid, un excellent article sur la stratégie de Huawei et où vous apprendrez plein de choses. Pour conclure cette émission, il y avait deux sujets que j'avais mis en réserve parce que je savais que j'étais entouré de bavards aujourd'hui, donc ça n'allait pas être possible, mais on va quand même en dire deux mots par rapport donc à
À Lollipop, est-ce que ça a été un échec? C'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur Lollipop qui apportait une nouvelle refonte graphique, un nouveau design, etc. Et au final, on s'est aperçu que Lollipop a été très très long à déployer, même encore au jour d'aujourd'hui, hein. Pour l'instant, Lollipop est loin d'être majoritaire sur les smartphones Android. Et quand il a été déployé, comme c'était le cas par exemple chez OnePlus, ça a en plus amené des soucis d'autonomie. Donc, on peut se demander si ça a vraiment été une réussite, Lollipop, alors que bon, pourtant à la base sur papier ça semblait pas mal, mais en tout cas Marshmallow lui semble mieux parti puisque il y a déjà beaucoup de constructeurs, en tout cas dans les principaux qu'on a en France, qui ont annoncé des calendriers de déploiement pour cette nouvelle version. Et l'autre petite chose qu'on voulait aborder, mais qu'on ne va pas trop avoir le temps non plus, c'est les synergies qu'il y a entre Android et iOS, puisque on en avait déjà parlé, mais lors de la Google I/O, pardon. Ce qui nous avait marqué, enfin moi ce qui m'avait marqué, c'était la nouvelle appli Google Photos, dont je suis un très très grand fan, j'utilise tout le temps maintenant. Même sur iPhone, ça fonctionne nickel. À la WWDC, pardon, ce qu'on avait retenu évidemment, c'était le lancement d'Apple Music, qui depuis quelques temps est disponible sur Android, que j'ai pu installer sur mon Sharp Aquos Crystal, qui a ressuscité d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, on s'aperçoit que tout fonctionne aussi bien sur Android et sur iOS, et que de passer d'une plateforme à l'autre, c'est devenu de plus en plus facile pour les utilisateurs, et on voit quasiment plus de différence. Les deux sont arrivés à maturité, et c'est vrai que ça n'a jamais été aussi simple de basculer de l'un à l'autre. Par rapport à ça, moi j'ai notamment eu l'occasion de dire tout le bien de ce que je pensais du Chromecast 2 là, dans iWeek. Et depuis hier, il y a la mise à jour qui a été faite de l'application Google Photos là, que je vous disais juste avant. Et donc avec les photos qui sont sur mon iPhone, que donc j'ai plus besoin de stocker sur mon iPhone, je les envoie dans Google Photos où c'est illimité en plus, jusqu'à je crois 16 millions de pixels, Mathieu, c'est ça? Et C'est puis ça, c'est du Full HD. c'est du Full HD. Voilà, donc ça vous libère de la place sur votre téléphone, et puis si vous voulez les regarder sur votre télé, bah, avec une Chromecast à 39 €, hop, en avant Guingamp, c'est parti. Donc voilà, c'était là-dessus qu'on voulait conclure cette émission. Mathieu, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça ou... Bah, Lollipop, juste pour finir, bah, ça a été un échec dans le sens où ça a été un peu, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un cafouillage chez Google. Et on se souvient d'ailleurs ne serait-ce que des menus qui avaient été d'abord pensés pour la langue anglaise, et donc tu te retrouvais avec des menus qui dépassaient par rapport à la langue française. Bref, ça a été un lancement raté, faut le dire. Ça a mis du temps à apprendre, ça n'a pas toujours pris partout d'ailleurs. Et il y en a qui pensent même que plus vite on sera passé à Marshmallow, mieux ce sera. Et je pense que Google aussi hein, pense la même chose, et parce que on va dire que Lollipop a un petit peu accentué la fragmentation qu'on reproche souvent à Android. Bon, visiblement là avec Marshmallow, j'ai vu passer les chiffres cette semaine, ils sont déjà installés sur je sais plus combien de pourcents du parc d'Android, mais c'est déjà très haut, alors que sur Lollipop ça a mis très longtemps à augmenter quoi. Ouais. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner au cours de cette année 2016. On va donc remercier, comme on le fait à chaque fois désormais, vous en avez l'habitude, la petite équipe qui est autour de nous, de graphistes qui nous donnent des petits coups de main. Donc Stéphane Dos Santos qui fait des magnifiques bannières que vous voyez à chaque fois. Remercier aussi, on fait à chaque fois aussi, c'est redondant, mais tant pis, nous on a beaucoup apprécié le travail qu'ils ont fait pour nous. C'est Thomas et Valentin pour l'identité visuelle et les logos. Et bien entendu, notre star, Happy Nico, qui nous fait les miniatures pour YouTube, qui nous a fait le générique, qui nous fait des visuels à mourir de rire, qui intervient même des fois dans Andromag ou dans iWeek pour perturber un peu tout ça. Donc, Ouais. merci à Pinico depuis Charleston aux États-Unis, on t'embrasse. Et puis on remercie, bien évidemment, avant que je passe vers chacun d'entre vous, on va commencer par celui qui était notre invité aujourd'hui, Greg, qui nous fait l'amitié, en plus de ça, de soutenir l'école des fanboys depuis le mois de juillet. C'est très très sympa, on est très très content de t'avoir eu avec nous. Ça a été compliqué de pouvoir monter cette émission parce que c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait une incertitude au niveau du fait qu'on puisse la faire techniquement. Finalement, ton VPN a tenu presque jusqu'au bout. Non, bien, jusqu'à la moitié, oui. Après, voilà, il faut bien expliquer à toutes les personnes qu'en fait, tous les services Google sont filtrés en Chine. Donc, bah, c'est vrai que pour nous, tout ce qui est Play Store, Google Drive, Gmail, Gmap, tout ce qui est comme ça, en fait, on n'a pas. Il faut passer par un VPN. Et VPN dit, bah, forcément, un serveur qui est domicilié ailleurs pour
pouvoir faire la passerelle. Et des fois, on a des serveurs qui marchent bien, on a de bons débits, des fois on a qui sont mauvais. Et comme partout, plus tu payes, meilleur est le serveur. Donc il a bien fallu prendre quelque chose de plus costaud. Et là, maintenant, ça marche pas mal parce que apparemment, ça a l'air assez fluide. J'ai quand même réussi à vous avoir tout au long. Ah ouais, on a eu moins de mal avec toi qu'en Chine qu'il y en a un à Paris. À Paris. Dès qu'il y a un courant d'air sur sa porte, direct, le débit part en sucette. Donc ça fait bien plaisir de participer un peu avec vous ce coup-là, parce que d'habitude je suis spectateur, donc je regarde ça un petit peu d'un œil hagard depuis chez moi. Là, ça fait plaisir de participer. Et j'espère qu'on pourra renouveler ça. Mais avec grand plaisir, tu es bienvenu quand tu veux dans cette émission que tu soutiens. Et puis bah, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour l'année à venir. Je crois que une partie de ton avenir va se passer en tout cas dans les premiers mois de l'année du côté de la Thaïlande. Ouais, je suis un instable et un sociopathe, donc c'est compliqué. En tout cas, lorsque tu seras de nouveau de passage à Lyon, bah, je serais ravi de refaire On fera une vidéo. On fera une vidéo. On verra. Ouais, les privés de vidéo, ça suffit, les mecs. Hein. Alors, bah, remercier également Mathieu que vous retrouvez sur Watch TV, alors un lundi sur deux dans Andromag, et puis un vendredi sur deux dans le studio mobile. À chaque fois, l'horaire c'est le même, c'est 20h, 21h. Exactement. Bah, là, vendredi, j'ai séché. Bah, j'étais malade. Voilà. Puis j'ai des circonstances qui m'attendent. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, comme on vous l'a dit, là aujourd'hui, on a fait une émission spéciale Android. Il va y avoir une émission Apple et une émission Microsoft pour faire le bilan également. Mais on va attendre le début du mois de janvier. D'abord, d'une part, parce que on fait tous beaucoup de choses en ce moment. On est un peu fatigué, donc on a besoin de vacances. Et puis aussi, parce que notre ami Mathieu, dans quelques heures, va prendre la direction de la maternité pour vivre le plus beau jour de sa vie, certainement. En tout cas, j'en suis sûr, même c'est celui où tu vas devenir papa pour être passé par là. C'est des moments magiques, donc voilà. Exactement. On vivra ça tranquillement, c'est normal. Exactement. Bah, en fait, c'est dimanche que je vais déposer madame à la maternité. L'opération est prévue lundi, on verra bien. Et bah, j'ai créé une nouvelle race, je savais pas, un Shintos. Donc, c'est une fusion entre un Tos et un chinois plutôt. Et voilà, c'est ce que ça donne. Voilà. On verra bien ce que donne ce nouveau Pokémon. On a hâte le résultat final, c'est sûr. Voilà. Ça sera sous Android, hein. Toujours. Et il sera sous Marshmallow, j'y veillerai. Voilà, donc sachez que cette émission est enregistrée, donc le temps que Julien fasse le montage, au moment où vous regarderez cette émission, eh bien, Mathieu, a priori, sera papa, puisque c'est pour lundi. Voilà, et celui qui est en charge du montage de cette émission, c'est notre ami Julien, qu'on remercie également d'avoir été là. Pour une fois, il n'était pas dans ses sanitaires, donc on va un petit peu. C'est une salle de bain. Merci Madame Debris, merci à elle. La salle de bain fait partie des sanitaires, je te signale quand même. Non mais chez moi c'est séparé, monsieur. Il a eu l'autorisation, merci Madame Debris, il faut quand même le dire. Merci Madame. Voilà. Donc notre ami Julien qui, pour qu'on vraiment on vous dise tout des coulisses, laisse la porte ouverte chez lui pour profiter du Wi-Fi. Il a dit il ferme ses fenêtres parce que des fois le voisin essaye de squatter le signal. Donc il fait gaffe. Voilà. Et bah, également... Non mais je ne sais pas, dans la chambre de mon fils... Oui, vas-y, tu voulais dire? Non, dans la chambre de mon fils, le Wi-Fi passe moins bien, je ne sais pas pourquoi. Non, bah, non plus, mais bon, c'était sympa en tout cas, cette petite précision. Et on va également faire un petit coucou pour dire au revoir à notre ami Sébastien. Très sage aujourd'hui. Qui s'est endormi. Voilà, un mot, Sébastien, je sais pas. Tu veux me faire un coucou? Oui. Moi, je vous fais tous un coucou. Non, mais je comprends après en même temps que cette émission et puis comment dire, te laisser un peu perplexe dans la mesure où là on a abordé quand même plein de marques qui sont complètement inconnues pour toi. Enfin, c'était un monde un peu bizarre là, tout ce qu'on a parlé. Non, mais elles sont très bien toutes ces marques. Non, c'était très bien. Tout ce que vous avez dit, j'ai pris note. J'ai pris 3-4 fois, on lui a demandé de poser le couteau, il a voulu s'ouvrir les veines. Non, mais d'habitude, tu me demandes quelle sera ma prochaine vidéo. C'est ce que j'allais faire tout de suite. Dire, c'est quoi ta prochaine vidéo sur ta chaîne YouTube? Bah écoute, il y a un pote qui m'a envoyé ça, alors ce sera ça. Ouais, oui, le fameux casque Divacor. Tu vas pouvoir la faire avant Noël, hein, tu sais que c'est. C'est la condition, hein. Ah ouais, c'est clair. Hein. Sinon, attention, Lynn, elle va pas être contente. Alors, ça sera... Donc, ça sera bien. Ouais, écoute. Et puis, Chichi à Greg. Chichi. Merci Greg. Chiché. Chichi.
Quant à moi, vous me retrouvez quasiment tous les jours sur mightyland.net. Vous retrouvez notamment les tests de Greg du JT Geek et la GoToFac également. Et puis vous me retrouvez également toujours sur Watch TV tous les mardis ou presque de 21h à 21h dans iWeek. Enfin là, après-demain, je n'y serai pas, mais je serai là pour les 2 prochaines émissions et normalement en plateau en plus, si tout va bien. Donc, on vous donne rendez-vous, comme on l'a dit, au tout début du mois de janvier. On va faire coup sur coup la 2e et la 3e partie. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Donc, avec un bilan Apple avec un invité issu de cet univers-là et un bilan Microsoft également issu de cet univers-là. On a déjà quelques petites idées, mais on va rien vous dire parce que bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de contacter les personnes en question. En tout cas, d'ici là, passez toutes et tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, parce que bon voilà, particulièrement en France, cette année 2015, je crois qu'on a tous un peu envie de l'oublier parce qu'elle a quand même été très très compliquée. Et nous, on est très très contents, en tout cas, dans l'équipe de l'école des fanboys, de pouvoir la terminer avec une note positive avec l'arrivée du bébé de Mathieu. Je trouve que voilà, c'est une très très belle façon de conclure cette année, d'autant que Mathieu est quand même à l'origine de ce podcast. Voilà, il fallait le dire. Donc sur ce, on vous souhaite à tous, je l'ai dit, de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous retrouve au tout début du mois de janvier. Ciao à tous, bye bye. Joyeux Noël! Bye.